Bienvenue mesdames et messieurs, venez voir nos crossovers extraordinaires. Des super-héros vendeurs de poulets, des figures emblématiques Marvel en compagnie de titans sortis tout droit de manga, sans oublier des célébrités mascottes de pub. Oui, vous l'aurez sûrement compris avec le titre et cette intro très kitsch, aujourd'hui on va parler de certaines rencontres plutôt what the fuck dans les comics. C'est parti! Combat de monstres. Avant d'être le héros de l'illustre dessin animé de Disney, Quasimodo est un personnage secondaire du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Enfant difforme, abandonné à ses 4 ans et recueilli par un prêtre, il devient le sonneur de cloche de Notre-Dame. Mais pourquoi est-ce que je vous parle d'un individu qui n'a absolument aucun rapport avec l'univers des comics américains? Tout simplement car le bossu s'est mesuré à l'incroyable Hulk en 1983. Mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, je vais vous le dire, mais étant donné que l'on a eu la chance d'avoir une adaptation animée de cet épisode, je vais m'en servir pour illustrer mes propos. Bruce Banner et Betty Ross vont à Paris pour rendre visite à un collègue scientifique qui doit leur donner un remède afin de guérir le docteur, mais aussi pour que madame livre une clé secrète qu'elle porte autour du cou. Alors qu'elle s'aventure devant la cathédrale, Quasimodo l'aperçoit du haut de son clocher et pense que l'objet est en fait la clé d'or censée ouvrir les voûtes cachées sous Paris, qui dissimulerait un trésor. Tel un King Kong enragé, il s'empare de Betty afin de la lui subtiliser. C'est ainsi que l'on passe d'un bossu sourd, borgne et boiteux sauveur de dames du roman à un colosse monstrueux ravisseur de femmes et avare. Ce changement est justifié car le personnage est en réalité l'arrière-petit-fils de Quasimodo. Mais attendez, cela signifie que Quasimodo a eu une compagne et des enfants? Et la déformation perdure de génération en génération? Quoi qu'il en soit, ce kidnapping ne tardera pas à rendre Bruce furieux. Le bonhomme se transforma donc en Hulk pour se taper sur la gueule avec notre ami bossu. Le colosse vert avait l'avantage, mais le sonneur de cloche n'avait pas dit son dernier mot et sortit sa botte secrète, sa chauve-souris géante. Ouh là là, ça part dans un drôle de délire ton histoire là. Tu peux passer les détails, je pense. Effectivement, eh bien, à la fin, Hulk gagne et donne le remède qui devait le soigner à Quasimodo. On se rend compte que celui-ci avait juste une malédiction et il se transforme en un beau jeune homme. Fin. Le combat du siècle. Dans les années 60-70, Mohamed Ali est la star internationale de l'univers de la boxe. De son côté, Superman est associé à pas mal de personnalités comme Jerry Lewis, Hal Infant, mais aussi avec des sportifs comme le lutteur Antonino Rocca. Comme pour poursuivre sur cette lancée, on décide de réunir les deux icônes, et c'est ainsi que le comics Superman vs Mohamed Ali voit le jour en février 1978. Une date importante pour le boxeur qui perd pour la 3e fois son titre de champion du monde poids lourd, avant de le récupérer quelques mois plus tard. Mais comment un combat entre Superman et Ali pourrait-il être équitable, me demanderez-vous? Eh bien, laissez-moi le temps de vous résumer brièvement l'histoire. Un jour, Ratlar, le chef d'une race alien nommée Scrub, souhaite organiser une rencontre entre leur plus grand champion et celui de la Terre, avec en jeu son invasion. Bien entendu, nos deux héros se portent tous deux volontaires, mais Ali reproche à l'homme d'acier de posséder des super pouvoirs contre lesquels les humains ne peuvent rien, et il ajoute à ça que Superman n'est pas un terrien. Le mec est quand même prêt à risquer la perte de sa planète pour son ego, bravo! C'est ainsi que Ratlar décide d'emmener les combattants sur son propre monde, pour priver Superman de ses capacités hors normes. Après un entraînement à la Rocky avec Clark Kent comme apprenti et Ali comme entraîneur, le boxeur remporte le match par KO technique et devient donc le représentant de la planète Terre. Et oui, Superman se fait complètement ridiculiser dans cet épisode, à croire que même une icône absolue ne peut vaincre l'ego surdimensionné des sportifs. Punisher Shady. Réalisant qu'un tueur à gages le prend pour cible, Eminem engage le Punisher comme garde du corps, sans savoir vraiment à quoi il ressemble. Lors d'une tentative de kidnapping par sa sécurité pendant un concert, le rappeur est sauvé de justesse par l'homme en noir. Mais pendant qu'il se cache pour éviter les tirs croisés, Barracuda le chope et lui fait croire qu'il va le sortir de là. Malheureusement, Slim Shady lui fait confiance et assomme le Punisher, pensant que ce dernier voulait sa mort. Par chance, Eminem comprend son erreur, avant d'exécuter le tueur à gages à coups de tronçonneuse. Agacé par cette situation, le héros vengeur abandonnera son patron d'un jour, seul au bon milieu de la banquise. Une histoire plutôt anecdotique, mais qui peut être cool si vous êtes fan du bonhomme. Vous retrouverez ses insultes habituelles, même si elles sont censurées par des jolies petites étoiles. Super Lapin.
Dans les années 80, la marque Nesquik de chez Nestlé possède deux mascottes. La première que l'on retrouve essentiellement aux États-Unis et la seconde en Europe. Il s'agit de Gros Quick, une sorte de cachemire un peu moche qui perso ne me donne absolument pas envie de boire ce chocolat si c'est pour finir comme lui. Il apparaît dans pas mal de publicités jusqu'en 1990, lorsqu'on apprend dans une réclame que Gros Quick a laissé sa place à son cousin. Aussi appelé Quick Bunny aux États-Unis, Quickie est un petit lapin marron qui porte toujours conseil aux enfants, les faire jouer, etc. Et c'est en 1987, dans un livret offert aux bambins, que l'on pourra retrouver Quickie aux côtés de Superman, pour leur parler de tous les bienfaits du chocolat chaud Nesquik. Espèce de manipulateur. Se servir de leurs innocences pour les persuader de consommer votre cochonnerie. Bon, j'avoue le goût est pas mal, mais c'est pas avec ça qu'ils auront le corps de Superman, hein. Et ce lapin n'est pas le seul à s'être affiché avec l'homme au slip rouge. En 2000, une série de 4 tomes intitulée Superman et Bugs Bunny verra le jour. Un peu comme dans le film Space Jam, sorti quelques années auparavant, les Looney Tunes vont se retrouver dans un monde qui n'est pas le leur. Le terrible ennemi de Superman, Mr. Mix-a-Pit-Like, enverra Bugs Bunny et toute sa clique dans l'univers d'ici pour y mettre la pagaille et espérer ainsi remplacer Superman par le chasseur Elmer Fudd. Drôle d'histoire, mais c'est assez fun de voir les personnages de cartoon copier ou affronter certains super-héros. Archie versus Predator. La plupart d'entre vous ne connaissent sans doute pas Archie, ou alors que de nom ou de visuel, mais sans plus. C'est tout à fait normal, car il n'a jamais rencontré un grand succès en France depuis son arrivée durant les années 70. En revanche, il cartonne aux États-Unis depuis sa première apparition en 1941, dans le numéro 22 de Pep Comics. Archie est le stéréotype du lycéen américain. Port de chemise à carreaux, vêtements universitaires, carrure sportive, membre d'un groupe de rock cool et fort potentiel de séduction, c'est sûrement pour cela que ça n'a pas fait fureur en France. À l'origine, les histoires d'Archie tournent autour des problèmes d'adolescents, les relations amoureuses, les difficultés scolaires, la musique, etc. quoi. Mais au fil des années, il se confronte à toutes sortes d'intrigues, dont le surnaturel et autres scènes de science-fiction. Il existe des milliers de comics Archie et des dizaines de séries dérivées, comme Riverdale, la série sortie en 2017. Vous imaginez bien qu'avec une telle popularité, le petit roux a participé à de nombreux crossovers, et certains sont vraiment improbables. Des Tortues Ninja au Punisher en passant par le Predator et même Sharknado, mais si, vous savez, le nanar qui raconte l'invasion d'une ville par des requins emportés par la tempête. Ce qui choque quand on connaît les premières histoires du jeune étudiant. Dans les deux derniers exemples, la mort est montrée de façon très crue. Décapitation, meurtre, arrachement de tête avec colonne vertébrale qui suit, et tuerie façon dents de la mer. Mortal Kombat n'a qu'à bien se tenir. Monster Basket. Tout à l'heure déjà, on a vu que les stars, notamment les sportifs, étaient plutôt friands de comics au point d'y apparaître. Mais parfois, les sponsors proposent aux éditeurs d'intégrer leur poulain à des œuvres totalement loufoques. C'est ainsi qu'en 1992, l'entreprise Wieden & Kennedy produit la publicité Godzilla vs Charles Barkley pour la marque de chaussures Nike. Même si vous ne suivez pas trop la NBA, surtout celle des années 90, vous connaissez peut-être ce joueur. Il faisait partie des basketteurs dont le talent fut volé par les extraterrestres dans le film Space Jam de 1996. Bon, concernant le roi des lézards, je pense que tout le monde le connaît, et si ce n'est pas le cas, je vous mets en lien notre vidéo sur les monstres mythiques du cinéma. Les présentations maintenant terminées, il est grand temps de vous révéler cette publicité destinée au public japonais, et digne des plus grands nanars. Lors d'une journée de destruction des plus banales, le kaiju aperçoit le basketteur qui avance vers lui avec un regard de défi. La créature enfile ses lunettes de sport, signe qu'il accepte le challenge, avec en guise de panier, un anneau géant fixé à un building. Après quelques coups de queue et dribble, Barkley marque grâce à un dunk qui expulse Godzilla dans des immeubles en carton. Il s'agit d'ailleurs d'un vieux décor autrefois utilisé dans Ghostbusters qui fut recyclé pour ce spot TV. La pub est tellement appréciée qu'elle dépasse les frontières japonaises pour arriver aux États-Unis. Mais si je vous en parle, c'est qu'il existe une adaptation en comics. Publiée par Dark Horse Comics l'année suivante, en 1993, elle reprend plus ou moins la même histoire, à ceci près que la partie dure un peu plus longtemps et qu'elle se déroule dans une base nucléaire américaine avec un satellite en guise de panier de basket. Chicken League. On trouve parfois de drôles d'images dans la tête d'un marketeur. J'imagine, au vu du crossover qui suit, que le mec a tout simplement voulu lier deux choses qui le passionnaient. C'est ainsi que la marque de fast-food du Kentucky et la maison d'édition DC unissent leurs forces et proposent 3 tomes totalement gratuits à leurs fans. Même si tout est à prendre au second degré, voire même au troisième, les histoires sont néanmoins plutôt cool. Chaque BD en raconte une. Dans le premier volume, le colonel Sanders, fondateur de l'enseigne, fait face à son double démoniaque tout droit sorti d'un monde parallèle.
Ce dernier, aidé de super vilains tels que le maître des miroirs, veut lui dérober sa recette. Le second comics se concentre sur des multivers dans lesquels les différentes versions de Sanders souffrent de problèmes de mémoire. Le colonel de notre Terre devra voyager d'univers en univers afin de retrouver ses jumeaux astraux et de reformer la recette secrète des poulets frits. Et enfin, dans le troisième tome, l'ennemi des Green Lantern, Larfreeze, prépare un plan diabolique qui consiste à voler les nouveaux hamburgers de chez KFC. Alors oui, je vous avais prévenu, c'est totalement what the fuck, mais bien, très bien réalisé, donc ça se laisse lire tout seul. Attack on Avengers. Si les crossovers entre deux comics sont très fréquents, les mélanges comics-manga sont toutefois bien plus rares. Cette réunion exceptionnelle trouve cependant un représentant avec Attack on Avengers qui met en scène un combat entre les Avengers et les géants de l'attaque des Titans. Cette courte rencontre inscrite sur 8 pages est une publication du magazine japonais Brutus, paru en 2014. L'histoire n'est pas canonique, il s'agit surtout d'une expérience visant à imaginer à quoi ressemblerait la confrontation si elle avait lieu. Contrairement aux aventures de notre papy poulet vues précédemment, celle-ci n'a pas grand intérêt. Certes, on peut y apercevoir nos petits préférés de chez Marvel, sur les mêmes cages que les titans mémorables du shonen, comme le titan colossal ou la femme titan, mais il ne se passe pas grand chose. Les monstres gargantuesques arrivent comme un cheveu sur la soupe, et l'histoire inachevée se termine sur un cliffhanger qui ne connaîtra probablement jamais de suite. Du coup, si vous souhaitez jeter un œil 30 secondes, le temps nécessaire pour la lire, je vous mets dans la description le lien de la version intégrée dans Secret War, adaptée au sens du lecteur occidental, mais en anglais. Désolé, il n'existe aucune traduction française, comme pour la plupart des comics présentés aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes friand de ce genre de crossover, il en existe plein d'autres tout aussi what the fuck. Donc vous n'êtes pas à l'abri d'une deuxième production sur ce thème. N'hésitez pas à liker, partager et nous laisser des commentaires, ils sont tous lus et nous réchauffent le processeur à chaque fois. N'oubliez pas non plus de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour ne pas louper les infos exclusives et pour échanger avec nous. Merci encore et à très bientôt, terriens. Thank you.